Bonjour à tous, retour sur la télévision. Qu'est-ce que je pense de la télévision? Quel est mon rapport avec la télévision? J'adore ça. Je la regarde plusieurs heures par jour. Ça me permet, lorsque je regarde l'écran, de méditer, de rentrer en moi. Je me sens plus conscient des choses. J'ai une autre respiration, c'est une forme de méditation. Ça m'amène à la réflexion. Ça me permet de canaliser des énergies. Malheureusement, ça commence vraiment à merder lorsque j'allume ma télévision. C'est une petite blague pour dire que finalement, si on ne faisait que de regarder un écran de télévision éteint, pourquoi pas, ça pourrait être un très bon support de méditation, de réflexion. Effectivement, on rentrerait évidemment en introspection. Ce serait une forme de méditation, d'hypnose. Mais le vrai danger de la télévision, c'est quand on l'allume. C'est une blague une blague de psychiatrie, pourrait-on dire. Imaginez quelqu'un qui regarde la télé pendant des heures éteinte. Eh bien, il n'y a pas de grand danger. Pourtant, pour nous, il semblera fou. Alors que peut-être le plus fou, c'est celui qui regarde la télévision en permanence et qui regarde vraiment la télévision. Et qui va être plongé dans l'état d'hypnose, comme je vais tenter de le développer un petit peu après. Mais je vais parler du pourquoi j'ai voulu parler de cette thématique. Ernesto 2.0, qui est un youtubeur, parce que oui, je l'ai connu par YouTube, donc c'est un youtubeur, c'est peut-être pas l'étiquette qu'il préfère, qui se classe anarchiste d'extrême gauche, donc voilà pour ce qu'il est au niveau politique, a pris part au mouvement des Gilets jaunes. Et sur les 4 dernières manifs, il était à Paris présent. Alors, il habite en Auvergne maintenant, à la campagne, dans un lieu reculé de tout. Et il estimait que le combat était assez légitime pour que je revienne sur Paris, et donc je l'ai vu faire des lives. Il était vraiment à Paris pendant 3 ou 4 week-ends. Et puis là, il est rentré chez lui, donc dans sa campagne, à la fois pour reprendre des forces peut-être, pour reprendre de l'énergie, pour retourner après au combat, parce qu'il avait dit dans cette vidéo qu'il était prêt à mourir pour ses idées. Et donc en attendant, il veut essayer de développer de faire des vidéos sur ce sujet des Gilets jaunes, et qu'est-ce qu'on peut apporter au mouvement pour ceux qui s'estimeraient, qui veulent aller quelque part, qui veulent une révolution. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux Gilets jaunes? Et sa seconde vidéo, c'était justement la télévision. Il expliquait que pour lui, les Gilets jaunes, le problème majeur, il s'est relativement emporté dans cette vidéo, mais il est très sanguin, il s'emporte très souvent, c'était que les gens regardaient en permanence la télévision, BFM, et qu'ils étaient complètement biberonnés à ça, et que donc les Gilets jaunes n'avaient aucune capacité d'analyse réellement, qu'ils étaient trop friands de ces médias, il donne un exemple dans la rue par exemple. Il y a des Gilets jaunes qui vont dire ouais, BFM, ils ont dit qu'on n'était que 10 000 alors qu'on est 15 000. Et sa réponse était qu'est-ce que t'en as à foutre de BFM, qu'est-ce que t'en as à foutre des médias? Et de ce côté-là, je lui donne pas tort. Il a raison. Je ne comprends pas de voir des Gilets jaunes sur les plateaux de télé, vous êtes en train de manger dans la main du diable. Tout simplement, il y a des gens peut-être un peu complotistes qui disent ne parlez pas au gouvernement, vous n'avez rien à leur dire. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas des alliés, ils font leur vie de leur côté, vous en battez les steaks, littéralement. Le grand débat, ça ne vous concerne pas, il n'y a rien qui vous concerne, le RIC n'est pas mis en place, Macron n'est pas parti, donc pour vous, rien n'a changé. Pourquoi est-ce que vous allez sur les plateaux de télé? Pour vous faire instrumentaliser. Je peux comprendre, Jérôme Rodriguez y était récemment, le mec a été blessé par un tir de flashball. C'est intéressant, il est pas stupide comme mec, mais néanmoins, vous compactez, vous pactisez, et donc vous cohabitez avec le diable, donc vous compactez avec le diable. Pour moi, c'est le diable, les médias, c'est le gouvernement, c'est l'instrument du gouvernement, et oui, c'est le diable. Peu importe que parfois ils disent la vérité, parfois ils vont dire des choses vraies, parfois ils vont inviter comme ça Jérôme Rodriguez, néanmoins, il devrait sortir cette machine médiatique, et je suis assez d'accord avec lui. Sur l'ensemble, sur le constat. Maintenant, je pense pas que la télévision soit dangereuse en tant que telle. On pourrait dire, attention, la télévision c'est le mal, comme certains prédicateurs pourraient le faire, ou des gens, dans les catholiques, les protestants, qui sont vachement tel ou tel livre de méditation c'est dangereux, la télé c'est le suppôt de Satan. Calmez-vous, hein, je regarde parfois la télévision, je suis pas devenu complètement fou. Maintenant, je regarde la télévision. Quel est mon rapport à la télévision? Qu'est-ce que je regarde à la télévision? Je regarde si j'ai l'occasion. Bon, après, ça peut se retrouver sur Internet, mais je trouve ça intéressant. Vraiment, c'est pas pour dire. Je vous dis vraiment ce que je peux regarder. Je regarde Olivier Delacroix dans Les Yeux d'Olivier. C'est une émission que j'aime bien, mais elle passe sur Internet, donc quelque part, je m'en fous. J'ai pas besoin d'avoir la télé. C'est le genre de truc que je pourrais regarder. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre à la télé? Les émissions parfois de Michel Simès, sur la méditation, sur la sophrologie, sur le manger bien.
Mais pareil, ça on peut retrouver sur YouTube, donc quelque part. C'est si je tombe dessus, je me dis ok. Les émissions de mentalisme, j'avais déjà parlé, j'avais fait des retours sur à l'époque, sur le mentalisme, sur Victor Vincent. Pourquoi pas? C'est des trucs qui m'ont plu. Et parfois, je sortais du support télé pour dire tiens, pour une fois, il y a un truc pas mal à la télé. Et j'avais envie de vous en parler, mais je suis pas tellement télé. Je regarde même pas pendant 1 heure la télé. Et pour être tout à fait honnête, pendant très longtemps, j'ai pas eu de télé. Et si j'ai une télé, c'est pour regarder des films. J'ai acheté la télé uniquement pour ça, c'est pour regarder des films. Et il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant avec ce que développe Ernesto et cette addiction, il va donner un lien qui permet d'aller plus loin, et c'est ce qui m'a donné envie, moi, d'en parler maintenant. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va regarder la télé? Qu'est-ce qui... Alors moi, j'arrive pas à comprendre quelque part, parce que je me dis, les peu de fois que j'ai regardé la télé, il y a tellement de pubs que c'est insupportable. Pour quelqu'un qui regarde plus la télé, c'est invivable. Les gens vont dire, ouais, ça me laisse le temps d'aller aux toilettes, ça me laisse le temps, très certainement, d'aller dans le truc de consommation et d'aller dans le frigo manger un truc. Enfin, moi, je trouve ça complètement invivable, je peux pas. Au moins, sur les plateformes de streaming, on regarde le film en entier, il n'y a pas de pub. C'est safe à ce niveau-là. Mais cette addiction, je la comprends. Parce qu'il y a des moments où j'ai regardé la télé, et c'est pas les moments les plus heureux, c'était pendant les attentats. Pendant les attentats, parce que je voulais savoir où c'était, pendant un moment, c'était pas très loin de ma région, ils sont passés dans ma région, donc déjà, premier point, je voulais savoir où j'allais mourir. Et il y a une addiction. Le cerveau, il aime ça. Le cerveau, il est con. Et c'est ce que va montrer, je sais pas le nom du mec en question qui fait une vidéo sur le sujet, qui va parler des dangers de la télévision et de la corrélation entre le cerveau, la violence, les mécanismes, tout ce que ça peut entraîner. Et effectivement, je me suis rendu compte que le cerveau aimait tout ce qui était négatif. Et que si vous mettez BFM pendant des attentats, c'est magnifique. Pendant 12 heures, vous avez du live, il se passe absolument rien, mais vous êtes dans le stress permanent, vous vous couchez et vous le vivez très mal. Ils expliquent que ça a vraiment une corrélation, ils l'ont montré par des études, sur la violence, sur l'agressivité et sur le stress. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est normal, vous regardez 12 heures de BFM pendant un attentat, vous êtes mort. Vous allez revoir les images tout le temps, vous allez entendre des sirènes en permanence. C'est un stress incroyable, c'est terriblement impactant. Et moi récemment, j'ai fait l'expérience, alors c'est pas la télévision, mais c'est pour parler du cerveau et de ce qu'il sélectionne ou pas, de ce qu'il trouble ou pas. J'ai eu un cauchemar suite au film Climax. En plus, sur le moment, je l'avais pas trouvé très bon. Je pense que ma psychologie a refusé de dire que c'était un bon film, mais il m'a dérangé profondément. Et quand j'étais me coucher, eh bien, j'ai fait des cauchemars horribles. J'étais pas bien du tout. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je repensais encore au film. Il m'a fallu un certain temps avant d'évacuer ce film. De dire finalement, si, il est bon, mais il est très pernicieux, il est malin, dans tous les sens du terme. Et du coup, je l'ai détesté, tout comme je l'ai aimé. Je le considérais mon pire ennemi, quelque part. Et il y avait un autre film comme ça, qui m'a fait ce même effet, et je vais vous donner le nom, je vais faire un ellipse et je vais y revenir, parce que je vous le conseille, bien que, j'en parlerai après, je donnerai le nom après, mais ce film, pareil, je le regarde un soir, 23h, au casque, dans une ambiance tamisée, tout seul. Il me trouble. Pendant, je suis dérangé. Je me dis, c'est qu'une fiction, c'est pas vrai, c'est faux, c'est des acteurs. L'ambiance, elle est incroyable. C'est dérangeant, c'est terriblement dérangeant, mais c'est pas vrai. C'est pas grave. Le film se termine. J'allais pas très bien. Je me dis, parce que je sais que ça arrive vraiment. C'est un film qui parle d'une nana qui se fait enlever. Et je pensais au cas de Natasha Kampusch, une jeune ado qui avait été enlevée, qui a été enlevée enfant et qui a été retrouvée ado. Ça existe vraiment, ce genre de choses. Je regarde une comédie, pour quand même, je comprends que mon cerveau a besoin de rire, de sourire, d'oublier un peu, mais il n'y a rien à faire. Je m'endors, et je rêve de ce film, et dans le film, j'étais devenu le tortionnaire, ou bien c'était moi qui étais torturé. Je sais que j'ai rêvé du film, je m'étais retrouvé dans le contexte du film, donc ça montre bien l'impact de ces images-là sur notre cerveau, sur notre imaginaire. Et encore plus, c'est ce qu'explique le conférencier, avec des enfants et des ados. Mais on fonctionne tous comme ça, malgré tout. On a tous cette espèce d'addiction à ces écrans. Il développe même un peu plus loin, et c'est dérangeant, parce que du coup, les films, j'en regarde. Il dit que même les films, l'impact que ça peut avoir, par exemple, les gens qui fument dans les films, où c'est un aspect toujours un peu positif. C'est vrai que les films où on peut voir, par exemple, pour une femme, cet aspect un peu séduction,
Les scènes dont je me rappelle avec des femmes qui fument, c'est l'aspect un peu séduction, sexe, étonnamment, mais on met ça en avant. Ou le côté, je suis fille perdue et je suis en train de réfléchir à ma vie. Je repense à Je vais bien, ne t'en fais pas, il y a une scène comme ça où elle fume, et on sent qu'elle est contemplative, qu'elle est dans ses pensées, mais du coup ça donne un petit côté un peu cool, et c'est ce qu'expliquait le conférencier, c'est qu'en fait ça n'a rien de cool. On montre juste ce moment où elle est soit des soldats qui par exemple fument après avoir combattu, enfin voilà, des trucs un peu de bravoure, mais on parle pas du tout du cancer qu'il pourrait y avoir, on parle pas du tout des risques de maladie. Tout comme le sexe, il explique que quand le sexe est montré à des ados ou autres, on montre pas le préservatif, on parle pas des MST, on parle pas des dangers potentiels, et on montre que le côté cool, entre guillemets. Et ce qui est amusant, et c'est en quelque sorte ma conclusion, c'est que certainement mon cerveau, ma psyché, a pris l'habitude je le disais, très souvent je parle longuement, mais moi je suis habitué à écouter des trucs très longs. Écouter. Je regarde très peu. Ça me dérange pas du tout d'écouter des conférences de 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça me dérange pas du tout si la thématique m'intéresse, sur la spiritualité, sur le paranormal, sur l'esprit critique. Souvent le son est pourri, je me mets au casque, surtout pour la zététique, souvent le son est pourri, désolé. Donc du coup j'écoute au casque et ça me passionne. Mais je me rends compte que mon cerveau a certainement pris l'habitude et qu'il n'a pas besoin d'images. Que je comprends pas quand BTLV, auquel je suis abonné, s'est dit que c'était vraiment génial d'avoir un plateau télé et de filmer les gens. Je m'en fous, ça m'apporte rien. Ça m'apporte si on montre les tours de Victor Vincent en mentaliste. Là, ok, j'ai envie de voir comment il fait. J'ai pas envie de voir à quelle tête ressemble la personne qui va venir sur le plateau. Si c'est une fille sexy, je vais la regarder 2 minutes, puis après c'est bon. Voilà, si je veux voir autre chose, je vais sur un site porno. Enfin, vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Non, vous n'allez pas sur les sites porno, vous les hommes? Oh, bande de menteurs. On pourrait aussi parler de cette addiction et de la problématique des images par rapport à ça. C'est évoqué dans la conférence du mec, mais évidemment, le sexe, la pornographie aura une place aussi importante dans la sexualité de l'ado, plus tard. Mais c'est un autre sujet, quelque part, que je ne vais pas évoquer plus que ça. Non, je ne vais pas sur YouPorn, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas ce site-là, je ne connais pas du tout. Enfin bref. Tout ça pour dire que, ouais, effectivement, je suis habitué et je trouve ça beaucoup plus simple d'écouter des choses. Et d'ailleurs, le cerveau, il parle au tout début de sa conférence du temps d'attention qu'on donne. Et moi, je me rends compte quand je suis fatigué, parce que je prends des cachets, hein, je prends des somnifères pour dormir, je les prends très tôt dans la soirée. Donc des fois, je suis cassé. Pas au point d'aller dormir, il est trop tôt pour aller dormir, mais je peux pas regarder un film. Le film me demande trop d'attention. Il faut que j'écoute et il faut que je regarde. Ça fatigue les yeux, ça demande plein de réflexes que le cerveau met en place. Et ça, c'est très bien expliqué dans la conférence. C'est que même quand on a l'impression qu'on ne subit pas quelque chose, le cerveau, lui, subit quelque chose. Et c'est très bien montré dans l'enfance et les études qu'il y a eu sur le sujet. Par contre, je peux, sans m'endormir, je sais que je ne m'endormirai pas, je peux écouter un podcast. Je mets au casque, hein, ou bien sans le casque, mais en tout cas peu importe, j'écoute le podcast et là je peux. Je ne vais pas dormir, mais ça ne me demande pas la même attention. Et c'est pourquoi souvent, d'ailleurs je m'étais fait striker des vidéos par rapport à ça. Alors je vous explique YouTube, je sais que vous n'êtes pas très intelligent, je parle aux gens qui gèrent YouTube. Je m'étais pris 2 strikes. Un strike pour une vidéo sur Mozilla Firefox, et un strike pour une vidéo pour l'autre Google Chrome. Parce que j'expliquais comment télécharger une vidéo de YouTube. Oh, c'est mal, c'est téléchargé. Oui, mais c'est du contenu YouTube. Bon, alors je t'expliquais YouTube, c'était pas très intelligent. J'expliquais dans cette vidéo que je ne téléchargeais pas des vidéos sur YouTube parce que quel intérêt ça aurait, je m'en foutais complètement, mais que je compressais ces vidéos, ces trucs qui étaient en format vidéo, en MP3. Si, je faisais ça. Et je les écoutais au casque, ou en allant courir, ou peu importe, je m'en foutais de l'image, je m'en foutais que ce soit visuel. J'ai pris l'habitude de faire comme ça. Et je me suis pris donc 2 avertissements, parce que pour moi, c'était vraiment une utilisation que je mettais en avant. Qu'est-ce que vous voulez télécharger sur YouTube? Il n'y a pas de film, les gens qui les mettent sont très rares et ils se prennent eux aussi un avertissement, il n'y a pas de film. Donc quel est le mal à télécharger sur YouTube? Voilà la logique. Si j'avais su, j'aurais fait du salafisme, parce que je vois que les chaînes de salafistes sont pas supprimées tout simplement. Je pense que c'est moins dangereux de parler de salafisme que de dire de télécharger une vidéo sur YouTube. Votre cohérence et la connerie, les deux en cohésion, ça colle pas. YouTube, il y a vraiment une problématique. Mais enfin, c'est pas très grave. Donc tout ça pour dire que
Bah, certainement, j'ai développé l'oreille, quelque part, que c'est quelque chose qui me parle le plus. Et j'ai pas besoin de voir les images. Alors parfois, je me fais avoir, parce qu'il y a des podcasts que j'ai compressés, je me dis, ah, là, il est en train de me montrer une photo. Ou cette conférence, en l'occurrence, de cet homme, il y aura des diaporamas. Donc, il faut que vous regardiez quand même, si vous voulez voir les statistiques et les échelles, il faudra que vous regardiez. Et je pense que c'est lié à YouTube. Il y a des moments où il met des extraits de films, on ne les voit pas. Parce que je pense qu'il ne voulait pas se prendre le strike. Donc on ne voit pas, mais du coup, j'ai pas eu besoin de regarder nécessairement la vidéo. J'ai écouté et ça m'a suffi. Mon cerveau a compris ces messages. Ils expliquent que pour l'enfant, même, ça m'a un peu étonné, je pensais que ça avait d'autres vertus, que les programmes éducatifs, mais pas les jeux. Les jeux, c'est bien. Adibou et autres, je sais même pas. Le jeu Adibou, j'ai un petit cousin qui avait ça. Je pense que oui, on est encore dans l'éducatif. Mais les jeux sur DVD, sur écran, ou qui passent à la télé, et ben en fait, c'était pas bon. Qu'il était préférable de laisser votre enfant dans son parc pendant que vous faites la vaisselle, jouer avec Sophie la girafe. Il donne l'exemple. Tout le monde a vu Sophie la girafe, je l'ai eu. Je l'ai vu encore récemment dans le berceau d'une enfant qui vient de naître, donc Sophie la girafe. C'est beaucoup mieux que de mettre la télé en fond, parce que l'enfant, s'il y a la télé en fond, évidemment, il ne comprendra pas vraiment, mais s'il entend un bruit, pouf, il va regarder vers la télé. Ça va capter son attention. Alors qu'avec Sophie la girafe, au début, il va peut-être la trouver nulle, il va peut-être pas savoir la prendre, mais peu à peu, il va s'acclimater son monde autour, et ce sera beaucoup plus intéressant au niveau de la réception et au niveau cognitif. Et il explique, et c'est évident, c'est visible, que vous mettez après un ado ou un jeune enfant, plutôt un jeune enfant, on va donner l'exemple d'un jeune enfant devant la télé, devant un dessin animé, l'enfant, il rentre dans un état hypnotique. Il est dans son univers, parfois on lui parle, il répond pas, il est plongé dedans, et on comprend totalement l'impact que ça peut avoir. Et c'est une vraie problématique lorsque les parents le soir disent c'est pas bien la télé ma chérie, mais qu'ils vont regarder leur série préférée, parce qu'il n'y a pas tellement de différence entre ça ou regarder des séries pendant des heures, notamment parce qu'il paraît que sur Netflix, ils enchaînent les séries. Et que donc vous regardez le premier épisode et qu'ils vont vous enchaîner les 8 autres qu'il y a après. Ce qui fait que vous restez scotché devant votre écran. Et en plus, moi j'aurais tendance à dire que ça atteint le sens critique de regarder la télé. Je me rends compte que les gens qui regardent la télé, mais il y a certainement des exceptions, en général connaissent assez mal le cinéma et aiment assez peu le cinéma. Je me rends compte que les gens qui regardent la télé, dans mon entourage, assez régulièrement, vont aimer les téléfilms de merde. Chose que je peux pas accepter. Pour moi, c'est intolérable. Je sens le cachet téléfilm, ça pue le téléfilm, c'est de la merde. Le propos peut être intéressant, mais le tout, c'est de la merde. Je me rends compte que les gens qui regardent couramment la télé trouvent toutes les séries géniales. Plus belle la vie, je les connais pas, mais Joséphine Ange Gardien, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ça, toutes ces merdes, enfin j'ai pas d'autres mots pour les dire. C'est mal fait, c'est mal filmé, c'est mal joué. On croit à un porno des années 80, mais malheureusement ça démarre jamais. C'est nul, tout est nul. Mais les gens qui sont nourris à ça, qui sont biberonnés à ça, perdent, et désolé s'il y en a beaucoup parmi vous qui regardent la télé, mais perdent à mon sens beaucoup leur sens critique. C'est-à-dire que ceux que je connais en tout cas, perdent leur sens critique, et après sont même plus capables vraiment d'analyse. Et d'ailleurs, souvent ils sont déconnectés de la réalité. C'est arrivé dans le journal, donc c'est vrai. Oui, ben, il faut peut-être te réinformer, peut-être qu'il faut aller ailleurs, tout en triant tes informations. Tout ce que montre la télé n'est pas vrai. Ça pose un vrai problème sur le fonctionnement de notre société. Et donc, voilà, j'ai pas de conclusion à ça, hein, j'en ai pas. Moi, je regarde pas plus de télé que ça. Lorsque je l'allume, c'est avant de regarder un film. Parfois, il y a un temps de latence, si je puis dire, où j'ai pas grand-chose à faire. Je mets Cyril Hanouna, mon Dieu. Alors après, on peut, hein, on se dit, ouais, bon, ils sont pas... Il y en a qui sont moins cons que d'autres, quand même. On sent qu'il y a des mecs qui sont pas tous stupides, mais ils jouent tous à un jeu stupide qui est de regarder la télévision et de dire à la fin, la télévision, c'est de la merde. C'est quoi la conclusion du truc? Il n'y en a pas vraiment, quoi. Ou, pire, mais ça, les ados sont super friands de ça, et peut-être que je l'aurais été sur mes lits devant. C'est quoi ouais, genre les bronzés, enfin, les Marseillais en Floride, j'en sais rien, des noms complètement débiles. Les mariés, c'est nul, c'est faux en plus, c'est faux.
Tous les filles sont belles, tous les mecs sont beaux. Ah bon? C'est dans quel monde ça existe où? Il n'y a jamais de filles obèses. Il n'y a pas d'obésité dans le monde. Ah ouais. Du coup, c'est comme ça qu'il y a des nanas qui viennent anorexiques. C'est pas une question, c'est une conclusion. C'est grâce à des séries comme ça qu'il y a des nanas qui viennent anorexiques et qu'il y a des mecs qui viennent hyper complexés, voire même hyper féminisés. Tous les mecs sont le torse rasé, enfin voilà, il y a une image très propre de la société qui n'est pas vraie. C'est tout simplement pas vrai. Et en plus, on peut aller plus loin que ça pour les gamins qui se disent ah non mais c'est vraiment génial, j'adore comme série. Ce sont les scénarios, c'est écrit. C'est-à-dire qu'on lui dit bah là tu vas faire tel truc, comme ça là ça va pepser, et dans le cerveau des ados ça va vraiment faire faille. C'est-à-dire qu'on va mettre une crise de jalousie, même si vous ne connaissez pas et que vous êtes jamais en couple, c'est pas grave. Dans l'histoire, on va dire que vous êtes en couple, et du coup, il a regardé l'autre nana, il en est tombé amoureux, ça va éveiller chez l'ado des trucs, il va être en colère, voilà. Ils savent très bien comment vous saisir et comment vous amener à regarder plus tard Joséphine Ange Gardien, à trouver génial toutes les émissions télé, à perdre tout sens critique, à dire que The Voice c'est quand même super, que l'Eurovision c'est quand même cool, des choses que je dénonce ou que je trouve hors contexte. D'Eurovision, je m'en fous littéralement. Miss Monde, vous voyez, je fais des lapsus. Miss Monde, Miss France, je m'en fous complètement. Pourquoi donner de l'argent à quelqu'un qui est beau? C'est ça ta seule qualité? Je sais que c'est pas nécessairement des filles bêtes, au contraire. Mais quel est l'intérêt de dire elle est belle et ça va être la première belle de France? Cool. On croirait qu'on parle des vaches, les vaches qu'on appelle les belles de France. Ouais, super. Et quel intérêt ça a? Enfin, toutes ces émissions en fait qui n'apprennent rien. Et après, il y a des gens qui ont mon discours. On le voit au tout début de la conférence dans les études. Il y a des gens qui vont dire moi à la télé, je regarde Planète, je donne des noms, je sais pas si ça existe vraiment. Je regarde Arte, ça je connais. Je regarde des émissions culturelles, mais dans les faits, les études montrent que c'est faux. Qu'en fait, par rapport au visionnage, ils le voient. Je sais pas comment ils font, mais ils peuvent savoir ce que vous avez regardé. Les chaînes qui sont regardées en priorité, c'est TF1, la 2, la 6, enfin voilà. C'est pas du tout les chaînes culturelles, c'est faux. Et les gens vont dire, moi je regarde beaucoup de documentaires. Eh bien moi c'est vrai, mais je suis pas quelqu'un qui vient de la télé. Je regarde du contenu qui amène quelque chose. Je pourrais juste, voilà, si je tombe dessus par hasard, comme je regarde pas la télé, j'ai pas de programme télé, donc imaginons je tombe sur Ruquier, je peux regarder. Parce que j'aime pas le personnage, même si je le trouve beaucoup plus intelligent que certains le dépeignent. J'ai pas de problème avec son homosexualité plutôt avouée. Enfin, le personnage peut être dérangeant pour beaucoup, moi je m'en fous. Ses opinions politiques, là aussi je m'en fous un peu. Mais c'est quand même une émission qui invite des gens du monde de l'art, de la musique, du cinéma. Et du coup, ça me permet d'écouter tel ou tel artiste, d'avoir écouté des très belles versions live, par exemple. Et je vais finir là-dessus. On va finir en musique. Je mettrai les liens en dessous. Il y a des très belles sessions comme ça chez Laurent Ruquier parce que du coup il invite des rappeurs. Et je pense que les rappeurs ont compris que c'était pas le but de venir et de chanter Nique ta mère avec de la violence et de l'arrogance. Ils vont aller plutôt sur un terrain poétique. Et ça donne des très belles versions acoustiques. Et j'aime ces beaux moments de télé. Mais pour être honnête, encore une fois, je regarde pas Laurent Ruquier parce que je suis abonné à sa chaîne et que je regarde les rediffusions. À l'occasion, c'est intéressant. Et comme je le disais, ça me permet d'écouter tel ou tel artiste. L'homme pâle, que j'ai découvert ou que j'ai redécouvert sur le plateau de Laurent Ruquier, donc le lien sera en dessous, et Grand Corps Malade que je connaissais déjà, mais dans une version acoustique d'un très très beau morceau que j'ai découvert chez Laurent Ruquier. Donc la télé mène à tout, c'est comme la psychanalyse, si on en sort. Si on en sort un jour. Et on pourrait se poser la question d'une télé complètement zen. Quel serait l'effet sur le cerveau? J'en connais une, mais après, parfois il y a du yoga, donc bon, le yoga, ça peut laisser un petit peu en dehors. J'étais tombé un jour comme ça sur une télé où il y avait juste les vagues, la mer. C'est cool ça. Enfin, c'est plus vraiment une télé quelque part, mais on est sur un support de méditation. Et je pense, mais là j'ai pas d'études pour le corroler, je pense que des gens qui regarderaient la mer avant de s'endormir sortiraient de cet état de nervosité qu'on peut. On reprend l'exemple de mon film d'horreur, quelque part. Parce que Climax c'était un film d'horreur pour moi. Et bien de regarder la mer, d'écouter le bruit de la mer, simplement ça, très vite vous avez envie de vous endormir, ça ne change pas grand chose à mon sens d'écouter le bruit de la mer, c'est un bruit qui apaise en tout cas beaucoup de monde. Et une chaîne comme ça qui ne serait que zen aurait certainement un intérêt.
Maintenant, le problème des publicités, le problème des émissions, c'est ce qu'explique ce conférencier au début, c'est qu'en fait tout va très vite et qu'on a plein d'informations à la seconde, c'est même pas à la minute, c'est même si on les capte pas, même si on le sait pas. Il va montrer des études qui ont démontré que les gens préféraient le Coca. En fait, s'ils mettaient une espèce de truc en double aveugle entre le Pepsi et le Coca, ils préféraient le Coca parce qu'ils sont plus habitués à la pub qui a été faite sur le Coca-Cola. Et que moi aussi, j'aurais tendance à dire Coca-Cola. Pourtant, je regarde pas télé, mais après, ça va au-delà de la publicité. Elle est dans nos rues aussi. Et je trouve qu'on parle beaucoup plus du Coca que du Pepsi. Alors qu'au goût, a priori, les gens préfèrent le Pepsi. Enfin, des études ont montré que ils allaient vers ce qui leur était vendu dans la publicité plutôt que vers leur affect réellement. Donc c'est intéressant. Les liens seront en dessous. Merci à vous et à bientôt. Il n'y a pas de conclusion à ça. Mais d'ailleurs, tu fais comment, Ernesto, du coup? Parce que moi, pour des gauchistes, je serais quelqu'un de droite. Pour des gens de droite, je serais un gauchiste. Clairement, c'est là où je me situe. Mais je regarde pas la télé. Ah, ça fait un bon point. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a semblé vraiment problématique. C'est que dans la dernière manif, le propos du truc de base, c'est ça, c'est qu'Ernesto reprochait aux Gilets jaunes de regarder trop la télé et que ce serait un vrai problème. J'ai vu un problème plus grave, à mon sens. C'est des gens de l'extrême gauche, des antifas, qui ont tapé sur Vincent Lapierre, qui est réputé d'extrême droite, puisqu'il était proche de Soral, il l'est même plus. Ils se sont brouillés, Soral maintenant lui jette des pierres, mais ils se sont brouillés. Donc, comment tu vas faire dans cette lutte des classes si tu divises les gens entre droite, gauche, extrême droite, sachant que ce sont des étiquettes complètement débiles. Enfin voilà, je pense que la vraie problématique serait plutôt à ce niveau-là. Et c'est aussi quelque chose que j'avais prévu, anticipé, je m'étais dit un jour dans la rue, il y a des mecs de l'extrême gauche qui vont se taper avec des mecs de l'extrême droite, c'est pas arrivé. Mais il n'est pas dit que la prochaine fois où des antifas ou des black blocs vont agir, il n'y a pas des mecs de l'extrême droite en face qui vont répondre. Et je les connais pas tous, mais j'avais vu un documentaire sur les antifas. Ils pesaient 20 kilos, ils étaient tous fils de bourgeois, et ils faisaient tous des grandes écoles. En tout cas dans ce documentaire précisément, que j'ai trouvé sur internet. Maintenant, je pense que c'est pas comme ça tout le temps, mais voilà, quand on a ce profil-là, il vaut mieux pas aller chercher la merde, ou sinon être 10 contre 1. Mais il y a des mecs qui vous attendront au tournant. Il y a des mecs qui vont... C'est évident. Il y a un moment où vous allez vous fighter entre vous dans la rue. Parce qu'il y a des mecs qui tous les jours font des sports de combat, qui sont plutôt de droite, que il n'y a pas de problème. Dépose ta barre, viens tout seul, et puis on va se donner un contre un. Et ça, à mon sens, c'est beaucoup plus problématique que de regarder BFM. Merci à vous et à bientôt. Moi, je suis ni de gauche ni de droite, Moi, je suis abonné à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis abonné au Front National. Moi, je suis abonné à Vincent Lapierre. Moi, je suis abonné à François Ruffin. Moi, je suis abonné à la France parce que j'écoute la France, j'écoute les Français. Moi, je suis abonné à des chaînes catholiques. Moi, je suis abonné à des chaînes musulmans. Moi, je suis abonné à des... Voilà. Je pense que c'est important d'être dans la pluralité. Et d'ailleurs, Ernesto 2.0 qui se dit l'extrême gauche et qui avait fait une vidéo où il disait qu'il ne pouvait pas s'entendre avec les fachos, puisqu'il appelait les fachos ou les droitards, disait avoir des amitiés pour des gens comme Delavier ou Alain Soral. Et si on n'est pas sur les droitards, je ne sais pas ce que c'est. Ou Piero San Giorgio, pour ceux qui connaissent. Sachant que là, il y a une vidéo qui est sortie d'Alain Soral, de Rissen et d'autres, ça envoie du lourd. Là, pour le coup, regardez pas ça avant d'aller vous coucher, parce que c'est pas très positif. Et ça montre, à mon sens, le vrai visage d'Alain Soral, qui est, je pense, vraiment un mec d'extrême droite, mais qui peut pas le dire, parce qu'il a une communauté qui le suit, et qui veut pas se retrouver avec des ennemis potentiels. En tout cas, ça sent pas le pacifisme et le bon vivre ensemble dans cette conférence. Et vous voyez, quand je dis, pour des gens de gauche, il y aura un odieux facho, tu as telle ou telle réflexion, mais moi, à cette réunion-là, je me sentirais très très mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce troupeau de beaufs, assoiffés de sang? Ça se lit dans leur regard, la haine, le mépris, la bêtise. J'ai rien à faire avec vous non plus. Merci à vous et à bientôt. Les liens seront en dessous. C'est un peu le bordel, mais c'est comme ça. C'est justement, sortez de la télé. Ce que je dis, c'est pas important, on s'en fout, je le dis. Je suis pas parole de quelque chose. Mais ce qui est important, c'est les liens en dessous. C'est ça qui vous amène à des réflexions. Et c'est moi comme ça que je fonctionne. En tout cas, voilà.
Merci à vous et à bientôt. Les liens seront en dessous. Il y a pléthore de liens, je vais essayer de relier ce que j'ai dit. Merci à vous et à bientôt.